Bonjour à tous, bienvenue sur Immédiat avec ce nouveau magazine dans tous nos états. Notre invité aujourd'hui, Philippe Guillemant. Philippe, bonjour à vous. Bonjour. Pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore Philippe Guillemant, il est physicien, auteur de La route du temps, de La physique de la conscience et récemment du film de Jean-Yves Billien intitulé La route de la conscience. Ça fait maintenant peut-être 3 ans, Philippe, qu'on ne s'est pas vu. Oui. Au moins, je crois. Et c'est passé du chemin depuis justement votre théorie sur la double causalité, l'explication des synchronicités. Qu'est-ce qu'il en est de l'accueil de vos 2 livres, du film notamment. Je sais que vous faites de nombreuses conférences Oui. avec Maxence Laillé d'ailleurs, l'éditeur du magazine Orps. Vous bougez un petit peu partout en Europe, mais vous pouvez aussi bouger en fonction des demandes seul, si on peut dire. Bref, on peut dire qu'il y a une plus grande écoute par rapport à votre théorie et que vous tournez de plus en plus. Donc Oui. je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en était, comment est-ce que vous accueillez finalement l'accueil que votre théorie a auprès du public. Je dois avouer que je suis surpris de cet accueil souvent très chaleureux, que ce soit en conférence ou à travers les messages de soutien que je reçois. Je reçois beaucoup de messages de soutien de personnes qui me disent carrément que je leur ai changé leur vie. Et je suis vraiment très très étonné de ça. Je leur redonne la foi. Et je pense qu'en fait, c'est parce que les circonstances ont fait que, à travers ma position de scientifique, le message que je transmets était attendu. Ce n'est pas forcément ma personne, c'est le fait que je sois le porteur de ce message-là qui avait grandement besoin d'être produit, d'être communiqué. Et pour moi, c'est une chance que ça tombe sur moi, finalement, d'avoir à faire ce travail qui consiste à expliquer au public que la science n'est pas ce qui est divulgué d'elle dans les médias. La vraie science, c'est quelque chose qui reste en lien avec l'humain, qui reste en lien avec la philosophie. C'est-à-dire que les scientifiques aujourd'hui découvrent de plus en plus que la science est fondée sur des dogmes qui sont en fait sous-jacents au système de la science lui-même, parce qu'on ne peut pas avoir d'approche rationnelle d'une discipline si on ne pose pas des jalons. Donc voilà. Et le fait de rester dans ces boîtes-là qui sont déterminées par ces jalons-là amène beaucoup de scientifiques, lorsqu'ils parlent à des journalistes, à rentrer dans une description des résultats de la science qui est trop politiquement correcte, enfin qui est trop refermée sur ces dogmes. Alors si par contre on fait le travail que je fais qui consiste à dire oui mais attention, ce n'est pas exactement ce que dit la science, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ceci est fondé sur des hypothèses. Et donc si on fait le travail qui consiste à rappeler les hypothèses et qu'on précise que dans le cadre de ces hypothèses seulement sont valables certaines conclusions, à ce moment-là on ouvre le champ des possibles. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte à l'imagination et c'est la porte ouverte à retrouver la connexion avec l'humain. Alors cette émission, Philippe Guillemant, a aussi pour objectif dans tous nos états, c'est de voir finalement cette théorie que vous transmettez en conférence, à travers vos livres, un film maintenant. Comment est-ce que vous l'appliquez à vous-même? Théorie, c'est une chose, mais quand on commence à passer à la pratique dans sa propre vie, ça doit être certainement autre chose. Donc on pourrait penser que vous ne pouvez pas écrire quelque chose, donc une théorie, soi-disant, si vous-même vous n'en faites pas l'expérience en tant que scientifique. Oui. Justement, j'ai décidé de faire mon premier livre, La route du temps, suite à une série d'expériences que j'ai faites, parce que je me suis justement fait la réflexion
tu ne peux pas écrire un livre sur la synchronicité sans l'avoir expérimenté. Et c'est parce que je l'ai expérimenté et que ça a donné des résultats tout à fait époustouflants que j'ai écrit le premier chapitre de ce livre, qui est au milieu du livre et qui raconte donc ces expériences-là. Donc voilà, c'était fondé sur, non pas de la science, mais en priorité sur mon expérience personnelle. Et aujourd'hui, tout ce que je produis de nouveau, dans mes livres, dans mes conférences, se veut au maximum fondé sur mon expérience personnelle. À chaque fois que j'entreprends un nouveau travail de communication vers le public, j'essaye d'introduire de nouveaux éléments de compréhension fondés sur mon expérience personnelle dans ma vie. Alors, entre la route du temps et la visite de la conscience et aujourd'hui, là où on est fin 2016, nous allons passer en 2017. Est-ce que foncièrement, vous avez encore approfondi, je dirais, votre théorie? Est-ce que vous l'avez peaufiné, j'allais dire, ou est-ce qu'il y a encore des choses à découvrir ou finalement ce que vous avez eu l'occasion d'écrire dans la route du temps, ça a été une très bonne synthèse et que la physique de la conscience, c'était peut-être un rajout, mais... Non, il y avait beaucoup plus que dans la route du temps, dans la physique de la conscience. Tout ça, c'est issu d'un travail de maturation qui vient du fait, d'une part, de mes rencontres avec certaines personnalités qui sont vraiment expertes dans leur domaine, et d'autre part, de mes rencontres avec le public qui me pousse, à travers ces réactions, à travers ces questions, à travers ces réactions, à travailler beaucoup mieux certains points qui peuvent paraître obscurs et à privilégier donc certaines voies. Et en fait, je peux dire qu'aujourd'hui, tout se passe comme si j'avais adopté, sous la pression donc des réactions du public, cette façon de continuer à œuvrer donc sur la même voie, qui consiste à approfondir, qui consiste en même temps à élargir. Et il s'ensuit un travail de maturation qui me fait rentrer dans un véritable processus de découverte de nouvelles voies, de nouvelles pistes, de nouveaux concepts. Et donc j'enrichis tous les ans donc mon approche, et donc c'est ça qui fait que j'écris à nouveau, soit de nouvelles publications, soit un nouveau livre, et donc je suis réellement poussé par à la fois par le public et par mes rencontres avec des personnages hors du commun. Est-ce que, j'allais dire que votre théorie vous aide dans ce cheminement, vous disiez, d'approfondir, et que le public vous aide bien entendu beaucoup, vous encourage, mais est-ce que le fait d'approfondir correspond à ce dialogue avec la loi de causalité? Tout à fait. En fait, après avoir écrit La route du temps, je me suis retrouvé, j'ai accepté de faire des conférences qu'on m'a demandé, mais à cette époque-là, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que je planifiais mon travail, c'est-à-dire que je déterminais ce que j'allais faire. J'ai déjà une liberté, on va dire, qui est plus importante que celle du commun des mortels en tant que chercheur. Mais malgré tout, même un chercheur a besoin quand même d'organiser son travail. Mais petit à petit, après avoir écrit La route du temps, et après avoir finalement adopté donc les principes, enfin pas les principes, mais les idées que je communiquais, que je dévoilais, après les avoir adoptées pour déterminer mon propre comportement, mes propres choix dans ma vie, ce que j'allais faire, les travaux que j'allais privilégier. Donc j'y ai intégré ma théorie, donc la double causalité, mon approche, ma pratique, donc le dialogue avec l'ange. On met derrière ange tout ce qu'on voudra. Et donc depuis des années, je dirais maintenant 5 ans, je ne fais plus rien qui ne soit pas le résultat
de réponses que j'ai réussi à obtenir en fonction de Votre dialogue intérieur, on va voilà, dire. de ce dialogue intérieur, de ce dialogue où je me sers plutôt de l'extérieur pour obtenir des réponses qui sont en réalité des réponses intérieures. Comment cela s'opère dans les différents choix de votre vie? Bon, les choix que je fais sont des choix qui vont déterminer mon programme de recherche, mon programme de travail sur des périodes d'au moins plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années. Hein. Donc c'est pas tous les jours que j'ai à remettre en question et à m'interroger sur est-ce que je suis dans la bonne voie, est-ce que j'ai raison de faire ça, est-ce que je ne devrais pas plutôt faire ceci, etc. Quand on est sur un travail de recherche dans lequel il y a de l'innovation, d'une part, dans lequel il y a des nouveaux concepts, etc., on peut avoir l'angoisse de se fourvoyer, d'accord ? Surtout lorsqu'on est dans un domaine où on ne va pas obtenir du jour au lendemain le résultat qu'on souhaite, parce que ça demande des efforts, les expériences peuvent ne pas marcher du premier coup, etc. Donc on est amené à se remettre en question. Et lors de ces remises en question, c'est à ce moment-là que je fais ce que je décris dans la route de la conscience. C'est-à-dire, je commence par faire un travail sur moi-même pour essayer de vérifier, de voir, de me remettre dans un état d'esprit d'authenticité, d'originalité. C'est-à-dire qu'en fait, les deux mots-clés pour faire le point sont l'authenticité et l'originalité. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans un travail original dans lequel je donne à la communauté, au public, à la société, ma spécificité, quelque chose que je suis bien placé, particulièrement bien placé pour offrir. D'une part, est-ce que je le fais dans un cadre authentique? Est-ce que je suis moi-même en faisant ça? Est-ce que ça apporte du sens à ma vie? Est-ce que ça apporte du sens? Voilà. Est-ce que je ressens de la joie à le faire, hein? Parce que quand on ressent de la joie à faire quelque chose, et non pas du plaisir, je parle vraiment de la joie, c'est qu'on est probablement dans une démarche à la fois originale et authentique, où on se trouve soi-même en le faisant. Donc ça, c'est la première des choses. Une fois que j'ai fait ça, donc la problématique qui me travaille, donc émotionnellement, ou du ressassage, etc., je pose une question relative à cette problématique-là, et je pose une question à l'extérieur, je pose une question à l'univers, je pose une question souvent en regardant le soleil. Enfin, ouais. Pourquoi pas? Non, ouais. C'est un peu comme si j'essayais d'imprimer dans cette réalité extérieure qui n'existe pas, il ne faut jamais oublier. Donc ma requête, d'accord? Donc l'imprimer, il faut qu'il y ait du contraste. Et pour qu'il y ait du contraste, il faut qu'il y ait de la lumière. Donc voilà, c'est cette idée-là, symboliquement parlant. Je reviens sur une chose. Pour vous, justement, quand on parle de la réalité, la matière, ce qu'on voit à l'extérieur de ce corps, peut-être même voir ce corps lui-même, oui. Qu'est-ce que c'est pour vous? Quand vous regardez le monde, vous voyez quoi? C'est exactement comme on pourrait imaginer ce que c'est dans une simulation, dans le film Matrix, d'accord? Ça n'est rien d'autre ce n'est pas une simulation, bien sûr, mais ça n'est pas plus réel que la réalité qui serait issue d'une simulation. C'est-à-dire comme si vous aviez un casque virtuel, etc. Et un jour, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que toute votre vie, c'était parce que vous aviez un casque sur la figure. D'accord ? Ça n'est pas autre chose que ça. Bon, vulgairement parlant, d'accord, hein, c'est pour le... C'est-à-dire qu'en fait, notre réalité extérieure n'existe pas telle qu'on l'aperçoit. Elle existe en tant que champ d'information objectif, hein, réel, dont l'essentiel fait partie du vide. Et nous
et tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on voit dans ses moindres détails. Tout ce que l'on peut vivre, toute cette sensation de réalité que l'on peut avoir, en fait, c'est une production de la conscience et ça ne correspond pas à quelque chose de réel, objectivement parlant. Ce qui est objectif là-dedans, c'est l'idée que notre conscience reconstruit cette réalité faite d'espace, de temps et de matière à partir d'un champ d'information qui fait partie du vide. Voilà. Donc une fois qu'on a compris que tout ça c'est du cinéma, c'est-à-dire c'est du théâtre, notre vie est comme une pièce de théâtre, et qu'on cesse de s'identifier à l'acteur, hein, c'est-à-dire qu'on comprend qu'on est simplement un acteur. Hein. À ce moment-là, c'est plus facile de comprendre qu'on peut interagir avec cette réalité. C'est-à-dire que notre conscience ne peut pas seulement produire la perception, mais elle peut aussi produire des informations à l'attention de la mise en scène. D'accord ? C'est-à-dire que nous pouvons interagir avec notre propre réalité. Notre état d'esprit, nos états de conscience sont programmateurs de notre réalité. Alors, ce que vous venez de dire est extrêmement important, notamment par rapport à l'actualité, les informations. On est envahi d'informations. Là, on est par exemple dans une des nombreuses ruelles à Orléans et on peut voir différentes publicités, etc. Donc, l'information est plus ou moins suggestive, selon si on y porte notre attention ou pas, et peut nous influencer dans ce qu'on va créer de nos futurs potentiels, consciemment ou non, pour le coup. Alors, pour vous, comment vous faites dans votre quotidien ? Qu'est-ce qui a de l'importance ? Qu'est-ce qui n'en a pas ? Est-ce que vous vous informez ? Est-ce que vous suivez l'actualité ? Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous filtrez l'information ? Mais justement, voilà, il est très important de filtrer parce que, en fait, l'information qui a du sens à l'intérieur de cette réalité, finalement, c'est une toute petite partie. Parce que nous vivons quand même dans une réalité qui est une création de la conscience, oui, mais d'une création de la conscience collective. Et donc c'est un collectif de myriades de consciences qui crée cette réalité. Et c'est ce qui crée le déterminisme, c'est ce qui crée la mécanique, c'est ce qui crée la pesanteur de cette réalité. C'est le fait que nous soyons des myriades de consciences à avoir créé cette réalité parce qu'elle est la même pour tout le monde et elle doit sa cohérence au fait que nous sommes tous la même conscience en train de la percevoir. C'est-à-dire c'est la même conscience qui perçoit la même réalité mais à travers une myriade de fenêtres. D'accord ? Donc c'est ça qui crée la pesanteur, la mécanique, la gravité et le fait que nous avons l'impression de ne pas pouvoir influer sur cette réalité directement avec notre conscience. Mais si on se place à un niveau de pensée plus subtil, c'est-à-dire que si on comprend ça, on peut comprendre que ce n'est pas fondamental. C'est-à-dire que cette réalité qui nous semble extérieure à nous n'est pas fondamentalement extérieure à nous et que donc il y a des failles. Alors vous, comment vous faites ? Qu'est-ce que vous faites par rapport à ces informations ? Je vais vous poser des questions très concrètes, Philippe Guillemont. Concernant l'actualité, est-ce que vous lisez la presse papier, des magazines, Internet, la télévision, des films, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites ? Puisque vous savez que vous créez d'un point de vue collectif, donc vous avez votre petite part, oui. Dans la création de cette réalité. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous posez comme intention en sélectionnant vos informations ? Quel type d'informations vous avez ? Qu'est-ce qui est important pour vous dans le tri que vous faites ? Oui, bonne question, mais très large. Alors, disons que moi, je suis passionné par la quête dans laquelle je me trouve, qui consiste à donner de la cohérence à une nouvelle vision de l'univers dans laquelle l'humain retrouve toute sa place, c'est-à-dire il devient co-créateur des événements qui vont lui arriver, qui vont nous arriver à tous. Et donc ce que j'essaye de faire là-dedans, c'est suivre le chemin qui m'est
qui m'est dicté par donc, les sentiments, les émotions que je reçois en réponse, en réponse à cette quête, puisque disons que je me laisse orienter par quelque chose qui est de l'ordre de l'affinité. C'est-à-dire, est-ce que, en même temps, de notre côté, puisqu'on parle de l'actualité, je suis l'actualité pour ne pas être coupé du monde, pour être au courant de l'état du monde. J'essaye de voir s'il y a une évolution dans les informations qu'on donne au commun des mortels pour me rendre compte, est-ce qu'il y a une évolution ? Est-ce qu'il y a un progrès ? Est-ce qu'il y a un semblant d'augmentation du niveau de conscience des gens ? Et je suis parfois surpris de m'apercevoir qu'il y a une sorte d'expansion quand même de conscience qui atteint certaines communautés, certaines personnes qu'on pouvait ne pas croire sensibles à certaines idées nouvelles, le deviennent. D'accord ? Donc c'est pour ça que je continue de regarder, y compris même les médias dominants. Concernant le monde tel que pourrait être décrit par bon nombre de personnes, à savoir la crise en Syrie, on peut avoir la crise entre Israël et Palestine, le bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, Russie, USA, on a de plus en plus de licenciements en France, en Europe, crise économique, perte de pouvoir d'achat, bref. Ouais. Oui. Ce genre d'informations ramène la plupart des gens à de la colère, de la frustration, de la peur. Ouais. Tu nous disais que vous nous disiez que vous vous intéressiez à toutes sortes d'informations pour ne pas être coupé du monde. Oui. Maintenant, quelle est la différence entre quelqu'un comme vous et on va dire une personne lambda qui voit toutes ces informations-là et qui est soulevée par toutes ces émotions ? D'accord. Peut-être un petit peu plus de recul, peut-être que j'ai tendance à penser le contraire de ce qui est pensé dans les médias. Peut-être que j'ai tendance à être optimiste lorsqu'il y a un pessimisme ambiant qui règne et qui filtre à travers ces médias. Et inversement, c'est le fait de prendre du recul qui fait qu'on a toujours tendance à voir les choses dans l'envers du décor. Donc concernant la politique mondiale, l'ambiance mondiale, moi personnellement j'ai l'impression qu'il n'y a que des bonnes nouvelles depuis moins d'1 an dans le monde. Parce que... Pourquoi ? Parce que alors là, il va dire, mais il est vraiment coupé du monde en fait. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de passer d'une vision du monde unipolaire à une vision du monde multipolaire. C'est-à-dire d'une vision du monde unipolaire mondialiste, et donc qui a tendance à transformer les peuples en esclaves, à une vision du monde multipolaire dans laquelle les peuples vont pouvoir retrouver leur culture, leurs différences, etc. etc. C'est-à-dire qu'on vit dans une société d'hyperconsommation dans laquelle les États, donc les gouvernements ont perdu leurs prérogatives, c'est-à-dire que tous les États, occidentaux en tout cas, sont gouvernés par des intérêts financiers, bancaires, etc. Et donc, moi j'ai l'impression que tout ceci était en train de nous amener vers un monde à la Orwell ou un monde à la... quelque chose qui allait tout uniformiser et finir par nous transformer en machines. Et je m'aperçois que finalement, il y a une sorte de ressort, de résurgence de la conscience qui fait que... Eh bien non, les peuples ne sont pas dupes des médias et sont en train d'exprimer un message dans lequel ils veulent un retour à la culture, ils veulent un retour à l'humain, ils veulent un retour à l'essentiel. Alors ça ne va pas évidemment se faire... pour l'instant, on est dans la contestation. Mais bon, comme on dit, il faut détruire pour reconstruire. Alors, il ne s'agit pas de détruire agressivement, mais disons que déjà avoir constaté que les peuples sur la Terre
ne se satisfont pas d'un système qu'on essaye de leur imposer et qui va vers une mondialisation irréfléchie dans laquelle l'humain est nié, voire par exemple le transhumanisme qui est en train de se profiler à l'horizon, on s'aperçoit que finalement, moi je suis très optimiste de constater que les peuples, quand je parle des peuples, c'est vraiment le commun des mortels, même le commun des mortels qu'on considère aussi souvent comme abruti. Non, ce commun des mortels-là n'est pas si abruti que ça, puisque par l'intermédiaire de ce qui nous reste de démocratie, il est capable de dire non à ce genre d'idée, à cette mondialisation. Alors, est-ce que pour vous, dans ce processus de création individuelle et collective, est-ce que pour vous, les émotions que nous ressentons, comme peur, anxiété, suite notamment à ces informations, est-ce qu'elles sont importantes dans le fait de la création ? Ah oui, elles sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que en fait, ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte très tôt, bien avant même d'avoir fomenté ma propre théorie de la double causalité. Je me suis rendu compte que nos états de conscience, et notamment la peur, provoquaient tout ce qui était en liaison avec cet état de conscience. C'est-à-dire que la peur, c'est pas quelque chose qu'il faut évidemment bannir. La peur, c'est un signal. Mais lorsque ce signal finit par produire quelque chose de permanent et qu'il n'est donc pas traité, la peur va créer exactement les circonstances qui justifient qu'on ait eu peur. Et donc c'est un système qui va s'auto-entretenir. Qui se pervertit. Voilà. Et inversement aussi, c'est-à-dire que moi c'est ce que j'ai expérimenté durant mon travail de recherche, dans l'innovation. J'ai développé beaucoup de nouveaux systèmes, de machines, d'inventions, et j'avais souvent à faire des démonstrations dans mon laboratoire, à des industriels, etc. Et je me suis rendu compte très vite, parce que j'en ai fait des centaines, je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation évidente entre mon état d'esprit et l'issue de la démonstration, de l'expérience, etc. Et j'ai fini par maîtriser cette affaire-là. Et ça a joué un rôle dans le fait que j'ai été sensibilisé à la synchronicité. Donc les émotions ont un impact considérable sur le fait de notre pouvoir créateur. Oui, ça c'est certain. Moi j'ai eu des périodes, j'ai eu les deux côtés, des périodes positives et négatives en liaison avec soit un état de grâce émotionnelle, soit au contraire un ressassage permanent d'émotions négatives liées à des choses que j'avais du mal à intégrer dans mon passé. Bon, tout ça c'est réglé aujourd'hui, quoique jamais rien n'est réglé définitivement. Mais j'ai bien vu quelles étaient les conséquences à chaque fois sur ma vie. Mais simplement on ne s'en rend pas compte parce que ça prend des semaines ou des mois. C'est-à-dire que le résultat de notre état d'esprit, de nos états de conscience et de nos émotions au temps présent, il faut considérer que c'est quelque chose qui doit être intégré dans le temps et ça n'a d'action que plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Enfin, ça dépend. Bien sûr, ça dépend. Rien n'est. Je parle d'une moyenne là. Comment est-ce que vous faites lorsque vous avez justement, puisque vous disiez que on n'est pas parfait et on a toujours des choses à régler, donc notamment des émotions de peur, de stress, que ce soit peut-être pour ses enfants, les gens à qui on tient. Ces différentes émotions qui peuvent impacter sur des choix, des futurs potentiels. Ouais. Quand vous avez conscience que vous avez de ce genre d'émotions, qu'est-ce que vous faites Alors là, il faut pratiquer le détachement et pour ça, la meilleure façon de faire, parce que c'est bien joli à dire, mais à faire c'est autre chose, il faut aller se ressourcer dans la nature. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé de plus radical. Et jusqu'à arriver à la compréhension que l'on n'est rien. Voilà. C'est-à-dire
jusqu'à arriver à la compréhension que toutes ces émotions dont on pense être la victime, en fait, ce sont que des illusions. Il faut arriver à comprendre que toutes les émotions qu'on peut ressentir par rapport à des problèmes qu'il peut y avoir dans notre entourage ou qui peuvent nous affecter plus ou moins directement, ce sont en fait totalement des illusions. Et comprendre que la seule chose qui compte, c'est notre rapport à la nature. Voilà. C'est-à-dire le réel, il n'est pas dans ces rapports humains-là. D'accord ? Par contre, notre rapport à la nature, lui, il nous permet de nous réancrer sur le réel. D'accord ? Alors qu'est-ce que vous faites quand vous avez... Enfin, est-ce que vous arrive d'avoir des pensées en boucle ? Et des pensées, je prends des exemples, le soir on est couché, vous pensez à des choses d'ordre négatif ou stressantes par rapport à votre boulot, vos enfants ou que sais-je ? Ça m'arrivait avant, il y a des années maintenant, il y a 5, 6, 7 ans. Ça m'arrivait souvent. Maintenant, ça ne m'arrive plus parce que j'ai peut-être développé une réaction qui me permet de ne plus être pollué par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus la moindre... Enfin, jamais dire jamais. Je n'ai plus le moindre regret, je n'ai plus la moindre, même ne serait-ce que début de haine, je n'ai plus de regrets, de ressassage, de reproches à faire à personne. Enfin, voilà. Parce que ce qui a remplacé ça, à force de m'observer en train de ressentir ça, à force de faire le travail qui consiste à dire ce n'est pas moi, de toute façon je ne suis rien, de me ressourcer dans la nature, j'ai fini par comprendre que tout ça c'était du domaine de l'illusion. Voilà, tout ça c'est de l'illusion, ça n'existe pas. La seule chose qui compte, c'est la création. Et qui dit création dit rapport positif. C'est-à-dire que tu ne peux pas créer si tu n'as pas des rapports positifs avec quelqu'un. C'est une question d'affinité. Tu ne peux pas créer si tu n'es pas en affinité avec ce que tu veux créer. Donc tu ne peux rien créer sans avoir un rapport positif avec tout ce qui va t'aider à créer. Et si tu veux créer une bonne relation, tu ne peux pas avoir la moindre émotion négative. Les émotions négatives, elles sont utiles pour apporter des avertissements, c'est comme les peurs. Les peurs, ce sont simplement des avertissements, donc il faut pas sombrer dans la peur. Hein. Il faut simplement prendre l'avertissement qui est donné. Prendre l'avertissement et essayer d'analyser ce qui nous apporte. En fait, l'émotionnel est absolument génial, même en tant que négatif, surtout même, parce qu'ils sont en train de dire attention, là il y a quelque chose. À ce moment-là, il faut que le mental s'en empare. Mais il ne faut pas raisonner logiquement avec cette affaire-là, il faut raisonner symboliquement. C'est-à-dire il faut essayer le mental doit essayer de trouver la charge symbolique qu'il y a dans cette émotion-là. Et si on fait ça, finalement on s'aperçoit qu'on trouve très facilement quel est le lien entre cette charge symbolique et quelque chose qui, dans notre vie, explique pourquoi on a eu cette peur. D'accord ? Donc... Voilà, simplement notre mental, on a par notre éducation été habitué à l'utiliser uniquement pour raisonner. C'est-à-dire pour raisonner logiquement, causalement. Alors que il y a une autre façon de raisonner, entre guillemets, qui est de l'ordre de la raison, mais qui n'est pas reconnue comme telle, qui est un raisonnement, on l'appelle raisonnement par analogie, mais c'est l'esprit de synthèse, c'est-à-dire c'est d'ordre vibratoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est commun entre toutes ces choses qui viennent à mon esprit. Et ben c'est symboliquement, c'est-à-dire c'est dans la... De toute façon, les synchronicités sont là pour nous apprendre qu'on évolue grâce à la charge symbolique qu'ont les événements. Moi, dans la relation que j'ai développée avec mon propre futur, je n'ai même pas forcément besoin de poser des questions au ciel, à l'univers, à mon ange, etc. Des fois, ça se fait tout seul. Ce n'est que lorsque je suis un petit peu désorienté que je le fais.
Mais en tout cas, le fait d'avoir mis en place cette relation avec mon futur, mon soi, mon ange, tout ce qu'on voudra, c'est-à-dire que c'est quand même une boucle de rétroaction avec mon futur. Donc le fait d'avoir mis en place cette boucle de rétroaction fait que j'ai une relation avec les événements qui fait que je suis inconsciemment, et ça il vaut mieux que ce soit inconsciemment, à l'affût de la charge symbolique, des messages qui sont contenus dans l'environnement. Et le fait d'être sensible à ça crée les situations où l'environnement apporte les informations. Et ça, j'ai de très nombreuses exemples. Hein. Je vais en parler à nouveau dans mon prochain livre, puisque j'ai de très nombreux exemples qui démontrent on peut parler de magie tellement c'est extraordinaire. Alors, Philippe Guillemant, comment est-ce que ça se passe dans le regard que vous portez de vous-même, qui avez conscience d'être créateur, vis-à-vis des choses que, par exemple, la renommée, qui de plus en plus vient à vous, est-ce à dire que c'est vous qui l'avez créé, qui l'avez cherché ? Non, pas du tout. C'est même plutôt dérangeant tout en étant évidemment satisfaisant. Je pense que c'est une question de dosage. C'est-à-dire qu'un peu de renommée c'est bien, mais trop ça va commencer à me parasiter et à me gêner. Et il faudra que je réagisse par rapport à ça. Je pense pas que ni mon objectif ni mon intérêt soit d'accepter la renommée sous prétexte que ce serait un moyen d'expanser mon message. Je pense que ça c'est plutôt un piège, dans la mesure où en même temps qu'on accepte ça, on accepte une défiguration de ce message-là. Hein. Moi je préfère niveler par le haut et je préfère apporter des informations cruciales à une couche de la population qui est quand même déjà bien éduquée, qui est déjà en recherche, qui est déjà suffisamment évoluée pour l'intégrer. Et ensuite, c'est le travail d'intégration qui sera fait par ces gens-là, qui ensuite, dans un deuxième temps, permettra d'étendre le message tout en l'adaptant à des couches de la population qui sont plus à même de le recevoir. Mais moi, si j'essaye d'acquérir la renommée c'est un sous-produit, j'allais dire. Ce qui vous intéressait peut-être à la base, c'est de faire connaître votre théorie et que la renommée arrive. C'était pas, on va dire, prévu dans votre... Maintenant, ce que vous demande quelque part la vie ou une autre part de vous-même ailleurs, c'est comment est-ce que Philippe Guillemant se positionne par rapport au fait qu'il soit peut-être souvent sollicité et... Au départ, je pensais écrire un livre qui aurait du succès, bien entendu, mais je ne pensais pas que le succès de mon livre m'amènerait à me confronter aux médias, amènerait cette renommée médiatique. Ce n'est que dans un deuxième temps où j'ai accepté, mais presque à reculons, de faire des conférences. Je ne me voyais pas du tout conférencier au départ. Non. Je ne me voyais pas du tout. Je me suis dit, non, il faut quand même que tu en fasses une. Ne serait-ce que, tu as fait un livre, on te demande de faire une conférence, tu vas faire. Puis c'est un essai après tout, c'est un test. Et en fait, j'ai été emporté par le succès de mes conférences, toujours de plus en plus de monde. Voilà. Mais à reculons pendant quelques années. Jusqu'à finir par comprendre que le public n'avait pas seulement besoin de lire le livre, les messages contenus dedans, mais avait besoin de l'entendre. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçu que moi, en travaillant mes conférences, tout en flippant beaucoup, c'est-à-dire que moi, au départ, ça me faisait peur à chaque fois de faire une nouvelle conférence, parce que déjà, je savais que j'étais très audacieux d'avoir écrit ce livre-là, mais en plus de devoir l'exprimer en public, je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai accepté comme un casse-cou, parce que je ne pense pas que je sois dénué de courage, ça on peut le dire. Je pense que j'ai été courageux d'accepter de faire ces conférences, parce que pour moi c'était quand même prendre le risque de me ridiculiser. Parce qu'il y a des choses que vous prenez
prenez la peine de les rédiger d'une façon suffisamment subtile pour que ça passe, en conférence, vous vous retrouvez dans la situation de devoir exprimer des concepts sans avoir tous ces remparts contre le risque de ridicule. Donc en fait, là, je pense que c'est peut-être mon naturel, mon authenticité ou un peu l'humour que j'y ai mis de temps en temps. En fait, il s'est trouvé que j'ai découvert que je devais avoir effectivement certaines qualités, entre guillemets, qui me permettaient de ne pas être ridicule en expliquant tout ça. Et donc, ça a été surprenant. Donc, je me suis dit que mon originalité dépassait ma simple capacité à écrire et que dans mon mode d'expression, j'avais la faculté de dire des choses pas évidentes sans qu'elles soient ridiculisées. Et donc ça m'a encouragé à continuer. Je me suis dit, c'est pas seulement au niveau à l'écrit que j'ai à m'exprimer, mais également à l'oral. Par contre, je n'ai pas l'intention de franchir le cap de la célébrité qui me paraît être dégénératif là. C'est-à-dire que si j'accepte de passer au niveau des grands médias, par exemple, là je pense que ça n'ira plus. Je ne me vois pas avoir un talent de vulgarisation assez subtil pour dire des choses aussi profondes directement à... Encore faut-il avoir le temps pour pouvoir s'exprimer, c'est toujours pareil. Voilà, ou alors il faudrait que je devienne un comique. Parce que ça peut passer aussi. Ouais. Non, je pense que là c'est un travail qui... Moi non, j'ai envie d'être tranquille à ma retraite. Hein. Je veux bien continuer à faire des conférences, mais à condition de lier le plaisir et l'agréable, n'est-ce pas? L'utile et l'agréable. Vous avez parlé tout à l'heure d'économie. Et comment ça se passe justement le rapport à l'argent vous concernant? Est-ce que dans le fait d'être créateur, est-ce que ce n'est pas du tout un problème? Est-ce que bon nombre de personnes diabolisent l'argent et j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ce dernier? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Et est-ce que cela vous amène, de par le fait d'être créateur, avec la théorie de la double causalité, à générer de l'argent sans avoir, entre guillemets, peur du manque? Comment est-ce que, alors, sachant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que la peur ne fait que créer l'événement. Oui. Donc, comment est-ce que vous gérez ça? J'ai notamment ressenti dans ce domaine-là financier les effets d'entretenir cette peur de manquer ou pas. Hein. Et lorsqu'on cesse d'entretenir la peur de manquer, on n'a plus de problème d'argent. C'est vrai. Mais bon, ça ne marche pas tout de suite. C'est comme tout. Hein. Il faut un certain temps, il faut que ça s'intègre dans le temps. Voilà. Non, mais bon, moi, mais pour ce qui concerne la double causalité, bon, déjà le fait d'avoir écrit mon premier livre, ça m'a empêché de continuer à développer des activités qui étaient très rentables pour moi. C'est-à-dire que j'étais quand même, et je suis toujours, expert en vision artificielle. J'ai même le droit de facturer à des entreprises, des services d'études et de recherche qu'ils peuvent déduire de leurs impôts, donc j'aurais pu en profiter. Et pendant certaines années, d'ailleurs j'en ai profité, mais enfin ça c'était il y a longtemps. Donc avant d'écrire mon livre La route du temps, je gagnais beaucoup mieux ma vie que... D'accord. Que n'importe quel universitaire donc vous en gagnez moins. CNRS. Et le fait d'en gagner moins ne vous a pas amené à avoir peur de manquer par rapport à un certain style de vie que vous aviez auparavant? En fait, je suis allé m'installer à la montagne. Enfin, c'est une résidence secondaire, mais c'est quand même officiellement ma résidence principale. Et ça a changé mon mode de vie et ma relation avec la notion de besoin, de manque, etc. C'est-à-dire le fait d'avoir une vie plus saine, le fait de faire la cuisine moi-même. Donc j'ai commencé à faire la cuisine. Moi j'adore faire la cuisine. Hein, ça n'a pas toujours été le cas? Ah non, pas avant, non. Je ne cuisinais pas. Et donc le fait de faire la cuisine moi-même, de m'être installé à la montagne, etc., fait que finalement j'ai eu
j'ai probablement eu moins de dépenses dans tout un tas de bêtises, parce que lorsqu'on n'est pas dans une vie saine, on a tendance à consommer n'importe quoi. Avant, j'achetais énormément de caméras, par exemple. J'achetais tout un tas de choses inutiles, en fait. Et donc, c'est ça qui m'a permis de passer de me priver du gros apport financier que j'avais en tant qu'expert en vision artificielle. D'accord. Puisqu'on parle de cuisine, Oui. est-ce que ce monde est une illusion? Je vais citer les différents points que vous avez donnés. Ce monde est une illusion, on le crée collectivement, Oui. chacun étant une fenêtre de cette réalité, Ouais. que l'on peut donc créer individuellement et donc collectivement, individuellement pour sa vie, ce que l'on souhaite, etc. Lorsque on voit les désagréments que peuvent causer les médicaments ou l'alimentation, sans compter bien entendu tous les pesticides, insecticides dans les champs monoculture qu'il y a. Bref, votre rapport à l'alimentation, est-ce que pour vous finalement c'est important ou non de prendre des aliments bio, végétariens? Est-ce que vous êtes au contraire un bon carnivore, vous êtes dans la montagne, du saucisson, des tartiflettes, bref, ce genre de choses. Ou alors, puisque vous êtes créateur, pourrait-on penser, finalement, vous avez décidé que les pesticides, insecticides ne vous causent aucun problème. Et puis, ma foi, si c'est le destin de l'humanité que de changer physiologiquement, de transmuter, de muter, bon, eh bien, c'est la vie et c'est comme ça. Comment vous gérez ce rapport à l'alimentation, quelle est votre vision de ça? Oui, tout est lié. C'est-à-dire, moi, au départ, j'avais une alimentation incorrecte. Incorrecte au sens Qu'est-ce que vous appelez incorrect? J'achète de la nourriture industrielle, emballée, j'achetais. Mais depuis 10 ans, peut-être même plus, quand même, j'ai arrêté tout ça progressivement. Et depuis que je me suis mis à faire la cuisine moi-même, en lien avec ce changement de résidence, ouais. J'ai appris à tout cuisiner moi-même. Alors, je cuisine essentiellement des légumes. Alors, des légumes bio, dès que je peux. Quand en général, c'est relativement facile. Donc, et je mange de la viande parce que je suis dans un environnement où c'est difficile de faire autrement. Parce que je suis dans un environnement montagneux, entouré de moutons, de chèvres, de vaches et de gibier. Et bon, la viande, je l'achète à mes voisins. Donc, ouais, d'accord. On voit la qualité. Voilà. Lorsque on est comme ça à la montagne, de surcroît, on voit bien comment le choix s'est fait à travers votre livre La Route du Temps et les synchronicités qui vous y ont mené. J'ai le sentiment que pour vous, marcher, vous parliez de nature tout à l'heure, est limite fondamentale ou vitale. Et est-ce que vous seriez à même de pouvoir nous dire en quoi la marche est importante ou ce qu'elle vous a apporté? Énormément. C'est-à-dire que déjà j'ai une nature à retenir en moi beaucoup d'énergie bloquante. Donc, puis pour un scientifique, on pourrait dire un peu un rat de laboratoire. Non, je ne suis pas un rat de laboratoire, mais je suis quelqu'un qui pour penser, utilise tout son corps. D'accord. Je suis pas... pour moi, la pensée, c'est pas uniquement cérébral, c'est musculaire, il y a de l'émotionnel, c'est un travail de maturation presque corporel. D'accord. C'est pas uniquement le cerveau parce que je suis un intuitif. Je suis un intuitif, ça je m'en suis rendu compte dès l'école primaire, dès le collège. J'étais un peu un inadapté en classe parce que soit je comprenais tout, soit je comprenais rien. Je comprenais tout dès que je savais où le prof voulait en venir et j'avais pas besoin du cours. Soit je comprenais rien parce que je savais pas où il voulait en venir et dans ce cas-là, besoin de comprendre le sens. Je ne supportais pas d'avoir à suivre le fil d'un raisonnement sans savoir où on voulait aller. Voilà. Donc, et j'ai réussi malgré tout mes études parce que je retravaillais les cours.
chez moi, aussi parce que je suis tombé sur des livres qui étaient des trésors. Et j'ai compris que finalement, à l'éducation en classe, on n'apprend pas, c'est pas là qu'on apprend l'essentiel. Mmh. Il faut vraiment se cultiver soi-même. Il faut lire des livres, il faut avoir cette démarche. Combien de fois je suis allé, lorsque j'étais à Paris, à la librairie Joseph Gibert, je l'ai dévalisée cette librairie. Et j'y vais encore. Donc j'ai lu, il faut lire. Moi j'ai lu des centaines de livres en entier, des milliers de livres en diagonale. Et c'est ça qui... Et ça ne va pas sans... On ne peut pas lire tout ça sans un travail de synthèse qui permet de rejeter l'information et de n'accepter que ce qui intuitivement colle avec ce qu'on recherche. Vous avez posé la question de la marche et vous parliez de votre corps. C'est en lien avec... La question de la marche est en lien avec ça. C'est-à-dire que en fait, tout ce que j'ai ingurgité comme... Nourriture intellectuelle. Comme nourriture intellectuelle. Donc lorsque j'essaie de résoudre un problème, que ce soit un problème technique, un problème philosophique, etc., tout ce que j'ai, donc je suis capable de me documenter à toute vitesse, que ce soit sur Internet, dans des livres, etc. Et donc j'ai affaire à un tas d'informations hétéroclites qu'il s'agit de relier. Il s'agit de les relier, ces informations. Je sens que il y a le contenu là-dedans pour que j'arrive à y voir plus clair, mais j'arrive pas à y voir plus clair. Et donc là, je vais marcher, je vais faire une randonnée. Et c'est durant la randonnée que je vois que je trouve la clé, c'est-à-dire l'élément principal, l'élément fondateur, la lumière, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le sens caché à l'intérieur de toutes ces informations et qui m'apporte la réponse que je cherchais. Donc en fait, c'est ce travail de maturation qui me pollue en fait, parce que je suis torturé. Je suis torturé par ma quête en permanence. J'ai passé ma vie à chercher à résoudre des problèmes et je continue et depuis mon enfance et ça ne s'est jamais arrêté. Et donc le fait de marcher, est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis votre enfance ou plus depuis que vous avez emménagé en pleine nature? Lorsque je marchais pas, j'avais d'autres activités sportives, mais pas mises véritablement en lien avec mon travail. Donc j'avais l'impression que c'était uniquement de l'hygiène, mais c'était très important pour moi. Et disons que j'ai conjugué mon approche du dialogue avec l'ange avec la marche. C'est-à-dire que les réponses, je les ai pendant la marche dans la nature. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des animaux, ça peut être un vol de perdrix, ça peut être... Ouais, t'es à l'écoute des signes, voire peut-être des... Alors si je suis à l'écoute des signes, ça ne marche pas, non, il faut pas être à l'écoute des signes. Faut pas les chercher. Il faut avoir lâché cette affaire-là. C'est pas, d'ailleurs, c'est très important de se dire qu'on n'a pas l'intention de trouver des réponses durant cette randonnée. Moi je donne 24 heures. Donc ça peut être pendant la randonnée, mais ça peut être après. Ça peut être parce que je vais recevoir une lettre, ça peut être un coup de fil, ça peut être parce que je vais prendre la voiture et que je vais rencontrer quelqu'un qui va me parler de je ne sais quoi. En 24 heures, il peut se passer un tas de trucs. Donc des fois, je peux avoir les réponses dans la nature, mais je peux les avoir en dehors. Vous nous faisiez mention de l'éducation. Oui. Et comment vous étiez vous positionné par rapport au système éducatif. Vous avez des enfants? Oui. Comment pouvoir créer pour eux, au regard de votre théorie, ce que vous souhaiteriez de meilleur, alors que le système éducatif tel qu'il fonctionne à l'heure actuelle dépend du collectif? Oui, non mais bon. Mes enfants, j'ai pas eu la chance de pouvoir les éduquer moi-même au-delà de l'âge de 4 ou 5 ans. Donc, le travail de transmission, là, ils ont 25 ans. Oui, ils travaillent? Pas encore tout à fait, oui, l'un d'eux, oui. Alors, j'imagine qu'ils ont lu vos livres? Mes enfants, disons que
J'ai vécu une grosse épreuve dans ma vie en liaison avec le fait de ne pas pouvoir voir mes enfants. D'accord. Ça a été l'un des éléments de mon grand effondrement de l'année 2005, je dirais, où tout s'est effondré dans ma vie en même temps. C'est une sublime synchronicité. C'est-à-dire pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel, etc. Au niveau de la santé, etc. J'avais les trois facteurs Ouais, tous les gros domaines. Alors, justement, avec le recul, sans rentrer dans le détail, parce que c'est peut-être limite secondaire, le message qui vous était transmis de la part de l'un de vos doubles de futur, de votre soi, de votre esprit, quel aurait été le message à quel moment, à ce moment-là? À ces moments-là, oui, à cette année 2005. Ah non, mais ça a été le début de mon éveil. Hein, ça a été l'année 2006. Donc c'est le fait de ressentir une grande joie au maximum de l'épreuve. C'est-à-dire c'est au moment où on est amené à tout lâcher, on découvre que tout ça n'a aucun sens et que toutes les... Vous étiez si éloigné de vous-même pour que ça vous arrive tout d'un coup? Ça m'est pas arrivé tout d'un coup, ça m'est arrivé sur un an. Oui, enfin, les trois domaines qui font la vie d'un individu, la santé, le professionnel, le sentimental. J'avais accumulé, je m'étais construit une image de moi-même qui était liée à l'ego, forcément, de plusieurs décennies, due à ma situation en tant que parent, en tant que mari, en tant qu'ingénieur, que chercheur, que propriétaire, que ceci, cela, enfin bon, aussi portefeuille, etc. Enfin, L'identification à l'acteur. Voilà, donc j'avais un rôle dans la société, un rôle social, un rôle familial qui était clair, qui était définissable, établi, etc. Et en fait, tout s'est effondré, pas d'un seul coup, mais en un an, progressivement, y compris la santé. La santé, c'est ce qui, quand même, j'ai conservé, c'est-à-dire j'ai quand même réagi de ce point de vue-là. Mais tout de même, disons que ça a été assez lourd, très lourd. Ça m'a amené jusqu'aux limites de ce qu'on peut envisager dans ce cas-là, sans les franchir. Mais ça m'a permis surtout donc de finir par comprendre que tout cela c'était du vent, c'était de l'illusion, c'était rien. Et j'ai commencé à ressentir, lorsque j'ai commencé à pu me libérer de tout ça, parce que j'avais l'impression d'être dans une prison. Alors qu'au départ, on ressent l'épreuve, ensuite on ressent la prison. Quand on ressent qu'on est dans une prison, ça veut dire qu'on est déjà en train d'en sortir. Parce que la plupart des gens de conscience est là. Ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans une prison. Et c'est ce qui est la source de leurs épreuves. D'accord ? Donc quand ils commencent à se rendre compte qu'ils vivent dans une prison, là c'est le plus terrible. C'est-à-dire que non seulement on a des raisons de souffrir, mais en plus on a l'impression d'être en prison. On ne comprend pas que c'est lié. Hein ? Et ce n'est que lorsqu'on a trouvé la clé pour sortir de la prison, que là on peut commencer, et que là on est obligé de se débarrasser de toute cette coque. C'est-à-dire que si on sort de cette prison-là, ça veut dire qu'on abandonne tout ce qui est égo. Ça veut dire qu'on abandonne tout ce qui nous caractérise, tout ce qui nous donne notre image de nous, que ce soit professionnel, familial, financier, etc., etc. Donc si on sort de cette prison, ça veut dire qu'on abandonne tout. Ça veut dire qu'on devient un nouvel être. Je n'ose même pas dire un nouvel homme, d'accord ? Puisqu'on a été meurtri même jusque dans cette identité-là. Et donc... lorsqu'on accepte de sortir de cette prison-là, on accepte de n'être plus rien. Et lorsqu'on accepte de n'être plus rien, c'est à ce moment-là que la joie d'exister rentre. C'est tout. Simplement la joie d'exister. Tiens, j'existe encore. Tiens, constater qu'on existe encore. Et là, on peut redevenir effectivement un homme nouveau. On peut refaire sa vie. Mais il ne s'agit pas d'oublier. Hein. Il s'agit
d'intégrer tout ce qui nous est arrivé comme étant une illusion. Parce que si on le rejette, ça revient en pleine figure. Il ne faut pas le rejeter. Il faut accepter que ça soit. Il ne faut pas l'oublier. Parce que sinon, ça serait artificiel. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est une chance. C'est-à-dire que nous avons vécu cette grande chance d'avoir cette terrible épreuve. Et il faut remercier. Il faut remercier le processus qui a fait qu'un nouvel homme est né de cette suite d'épreuves-là. D'accord ? Et pas les comprendre comme quelque chose qui était du mal, mais les comprendre comme quelque chose qui était finalement un bien, c'est-à-dire un bien en formation à l'intérieur de ce grand mal. Ce que vous nous dites là, Philippe Guimand, fait écho forcément de l'individuel. On prend de la hauteur pour parler du collectif. Et alors, tout à l'heure, vous disiez qu'en regardant la société, finalement, vous ne voyez que des choses positives. Et je comprends peut-être beaucoup mieux à travers le fait de parler de votre propre expérience dans cette traversée initiatique, que aussi dur soit l'épreuve là pour le coup pour le collectif, c'est certainement ce qu'il y a de plus beau pour nous permettre de grandir à autre chose de nous-mêmes qui est beaucoup plus, j'allais dire, lumineux, plus grand dans ce que l'être humain peut vraiment incarner à travers ces deux... Le meilleur exemple de justement l'importance de ne pas rejeter en disant voilà, ceci a été mal, j'ai mal agi, etc. Non, au contraire, il faut avoir de la compassion envers la personne qu'on a été, de la même manière qu'il faut avoir de la compassion actuellement envers les personnes qui ne comprennent pas. L'intérêt de... Je pense à certaines personnes à laquelle je suis attaché, mais j'ai beau leur expliquer les choses, de toute façon j'essaye plus. Mais elles ne veulent pas s'ouvrir, donc il faut avoir de la compassion donc, envers les personnes qui ne veulent pas s'initier, s'ouvrir, s'éveiller, etc. Donc je pense que ce n'est qu'à travers la compassion qu'on peut avoir la bonne attitude qui va permettre de ne pas rentrer dans la lutte. Parce que c'est la lutte, le fait de rentrer dans une lutte entre les personnes qui sont éveillées par exemple et puis ces salopards de banquiers ou je ne sais, bon, ça ne ferait qu'entretenir le même système, d'accord ? Donc il faut juste simplement essayer d'éveiller d'autres personnes et puis être en compassion par rapport à tous ceux qui sont et considérer qu'on a une chance extraordinaire d'avoir un bonheur de toute façon qui nous est acquis pour l'éternité, puisque à partir du moment où on est éveillé, on n'a plus besoin de consommer pour être heureux. On a simplement besoin de rester en bonne santé et d'avoir des relations agréables. Ça, c'est rien de plus facile. Hein. Je veux dire, moi, je dis souvent à quelqu'un qui se sent complètement paumé, va t'asseoir à côté d'un clochard sous les ponts de Paris. D'accord ? Va t'asseoir, essaye de bâtir une relation avec lui. Et il va t'envoyer paître, mais essaye d'avoir quand même une relation où va quand même se mettre en place à un moment donné une sympathie, parce qu'il va se rendre compte pourquoi quelqu'un s'intéresse à moi, et puis tu vas partager sa bouteille de rouge. Essayez de faire cette expérience-là, d'accord ? Et de comprendre que tu prends le plus minable individu, ou petit, soi-disant, etc., finalement, il est aussi important que celui qui gouverne, le président de la République, d'accord ? Vous mentionniez les politiques 2017, c'est les présidentielles. Alors je suis curieux de voir, à travers l'homme que vous êtes, quel intérêt envers la politique. Là pour le coup on peut parler du macrocosme avec les présidentielles et puis peut-être un peu plus local. Est-ce qu'il y a une différence pour vous ? Est-ce que vous allez voter ou pas ? Est-ce que vous vous impliquez ou pas ? Je ne sais pas encore si je vais voter. Non, je pense que de toute façon, on a affaire à une bande de marionnettes. Après, la question est de savoir quelle est la plus... je ne sais pas, celui qui n'est pas encore une marionnette finit par le devenir dès qu'il commence à avoir une candidature crédible. Donc je ne sais pas. Non, si, j'espère croire encore en la possibilité qu'une personnalité qui se dégage des présidentiables arrive à avoir
à conserver en lui une dose d'esprit qui va faire qu'il va être le porteur d'une nouvelle politique. Mais je ne crois pas dans la politique pour changer les choses. De toute façon, les politiques sont les porteurs de courants qui les dépassent. Et simplement, il faut retrouver notre souveraineté sur le courant qui entraîne le changement de la société que l'on désire. Il y a deux courants à l'heure actuelle. Il y a celui qui nous est imposé par en haut par le système financier, bancaire, le complexe militaro-industriel, enfin tout ce qu'on veut, qu'on donne, et qui ne sont pas des comploteurs, hein, qui sont juste des gens qui sont pris dans un système d'avidité, etc. Et le courant qui peut venir de la population et qui ne peut pas être porté par les masses qui, elles, sont aux prises avec la prison de la consommation et des contraintes quotidiennes d'élever les enfants, etc., de devoir travailler, gagner de l'argent, avoir quelque chose dans son frigo. Et donc il y a quand même une catégorie de la population qui s'instruit, hein, qui s'éduque, qui plus ouverte qui comprend, qui capte mieux donc la réalité du monde et qui, elle, est capable de changer les choses, hein, de jouer le rôle de meneur, non pas dans les systèmes en place institutionnels, puisque là, les gens sont en prison. C'est-à-dire, en fait, les gens sont en prison à très haut niveau, donc au niveau gouvernemental, et les gens sont en prison à bas niveau, d'accord ? Donc là, on a deux prisons. Il faut essayer, donc pour ceux qui ont comme vous et comme plein d'autres, la sensation qu'ils peuvent agir pour fabriquer un nouveau monde dans lequel on aura éliminé toute cette escroquerie institutionnalisée, il faut donc essayer de construire une nouvelle vision de la réalité qui nous permette de construire un nouveau système. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de vouloir construire un système qui va nous permettre de sortir de ce système ultralibéral nocif si on n'a pas remis en place les fondements donc, de la société, c'est-à-dire les fondements de l'humain, si on n'a pas compris les fondements de la nature humaine, c'est-à-dire le fait que nous sommes les co-créateurs de notre réalité. J'entends que chacun doit pouvoir s'occuper de lui, dans sa sphère, de modifier ce qu'il peut faire dans sa sphère, dans son concret, dans son réel, et de changer son regard. C'est vraiment ce que disait Gandhi en fait. C'est si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même, et à pas vouloir changer le monde, mais ton monde, dans ce que tu peux avoir de concret dans ton quotidien. Oui. Et ton regard, tes émotions, tes pensées dans ton quotidien. Tout à fait. Et en fait, pour encourager à ça, je dirais que lorsqu'on agit de cette manière-là, c'est-à-dire lorsqu'on réalise pour soi-même ce qu'on aimerait, le modèle de société, enfin même si c'est une approximation très pauvre, enfin aller vers ce mieux-là, il faut bien comprendre qu'on ne le fait pas que pour cette réalité-là présente, on le fait, c'est un peu comme si on créait des copies de tout ça dans tout l'univers. C'est-à-dire qu'en même temps, on est en train d'imprimer dans la conscience collective un nouveau modèle de société qui est fondé sur ce comportement-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on œuvre à quelque chose, tout ce qu'on y met comme motivation, comme cœur, comme générosité, comme enthousiasme et comme envie de montrer que ceci est possible, et ben c'est quelque chose qui se copie réellement dans le futur, dans la... On crée des potentialités. Parce que en fait, le futur, il ne cesse de le répéter partout. Parce que ça va être accepté, ça va être considéré comme positif, rapidement, d'accord ? Et donc ça va être recopié, sans arrêt dans le futur, partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée une innovation qui est vraiment positive et qui apporte une alternative, qui est porteuse d'espoir pour la reconstruction d'un nouveau monde,
eh bien, on n'est pas seulement en train de le faire dans le temps présent, on est en train de le faire partout dans notre espace-temps futur. D'accord ? C'est comme si on créait simultanément des dizaines, des centaines, des myriades de copies. D'accord ? Et ces copies qui vont donc infuser pour que venir à la rencontre de notre présent. C'est pour que d'autres reproduisent ce modèle, même s'il n'y a pas de connexion. C'est comme l'histoire des singes. La nature ne fait que ça. La nature ne fait que reproduire dans une espèce les progrès qui ont été faits par un seul composant infime de cette espèce-là. Si un progrès est fait dans la nature quelque part, même si c'est par hasard, alors qu'en réalité c'est toujours une intention collective qui est porteuse d'un progrès. Mais bon, un individu de l'espèce a capté l'inconscient collectif, a capté cette conscience-là, l'a réalisée, ça va être recopié partout dans l'espèce. L'espèce va se l'approprier partout. Et la pensée, la conscience de l'humain a cette propriété-là que dès qu'un humain réalise un progrès qui est porteur d'un changement, eh bien, ce changement va se recopier partout, dans l'espace et dans le temps. Voilà, il faut arriver à comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne va pas avoir le courage de le faire. D'accord ? Et moi, c'est même pas parce que j'ai compris ça que j'ai eu le courage de faire ce que j'ai fait, mais j'ai compris que si ça a marché, c'est parce que j'étais quand même dans cet esprit-là, même sans l'avoir compris, parce que j'étais fou. Parce que j'avais une foi irrationnelle dans le fait que j'avais, que ce soit dans mes travaux technologiques ou dans mes travaux métaphysiques, que j'avais quelque chose à démontrer. Dans mes travaux à l'intelligence artificielle, j'ai véritablement réussi à me dépasser, et je me demande encore comment j'ai fait. Je suis arrivé au top niveau, non pas par la voie de la raison, mais par la voie de la foi. Et je suis arrivé dans mes travaux métaphysiques, idem à quelque chose qui m'impressionne. Donc j'ai l'impression que ça me dépasse par la foi. D'accord ? Et je comprends aujourd'hui que en fait, ça ne vient pas de mes qualités, ça vient du fait que j'ai osé, et que simplement quand on fait quelque chose et qu'on ose créer quelque chose qui est porteur d'un changement, eh bien ça se recopie partout, dans tout l'espace et dans tout le temps. Voilà, et c'est saisi comme une nouvelle opportunité d'évolution de tous les côtés. Il faut avoir, donc je dis ça, c'est pour donner du courage à ceux qui veulent le faire. D'accord ? Et ça se vérifie de toute façon au niveau individuel, c'est-à-dire que au niveau individuel, dès qu'on commence à prêter attention au fait que tout ce qui va nous arriver est le produit de notre niveau de conscience, c'est-à-dire de la qualité, donc parce que en fait il peut nous arriver des choses merveilleuses et puis finalement paf, on meurt le lendemain. Quelqu'un peut gagner énormément d'argent, mais finalement il va souffrir énormément pour telle raison. Donc ce qui compte, c'est pas la satisfaction de nos objectifs. Ce qui compte, c'est la qualité de la vie qu'on va mener. D'accord ? Les gens ne sont pas intéressés. Si on leur dit oui, tu vas gagner à la loterie, mais tu vas tout perdre parce que ceci, pas ou alors que ta bien-aimé va mourir parce que etc. Donc ce qui compte, c'est pas la satisfaction des objectifs. Ça, on n'en a rien à cirer. Ce qui compte, c'est la qualité, j'oserais dire vibratoire, c'est presque un mot que j'aime pas trop, cette mode, mais bon, c'est vrai que c'est vibratoire. Ce qui compte, c'est la qualité vibratoire de ce qu'on va vivre dans l'avenir. Et bien, si on veut vivre quelque chose qui est de cette qualité-là dans l'avenir, il suffit simplement de le pratiquer dans le présent. Tout est dans le présent. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de s'entraîner à vivre cette qualité vibratoire dans le présent pour qu'elle se recopie partout, dans tout l'espace et le temps, et que ça se répercute sur sa propre vie. Voilà. Faut juste arriver à comprendre ça. Faut juste arriver. C'est con, hein. Oh là là, on comprend pas. Non, quand je dis on comprend pas, c'est-à-dire, oui, il peut y avoir quelque chose de frustrant quand on a compris la théorie, qu'on a
eu l'occasion de pratiquer la pratique. Non mais en fait, c'est parce que transmettre. moi je le comprends à la fois, je le comprends presque même plus par le mental que par le cœur, l'expérience. Je l'ai expérimenté, pas tant que je l'ai pensé, mais je l'ai quand même expérimenté. C'est pas quelque chose qui peut se comprendre par le mental quand on n'est pas modelé mentalement comme moi. Moi, j'ai une expérience qui me permet de voir, je dirais presque mathématiquement, avec des histoires de signaux, comment ça peut s'imprimer, je dirais, physiquement dans la réalité, dans la matière. Mais en fait, il faut le comprendre surtout. Donc si on ne peut pas le comprendre de cette manière-là, il faut le comprendre, il faut l'expérimenter. Voilà, ça c'est le plus important, c'est de l'expérimenter. Donc la difficulté lorsqu'on va l'expérimenter, c'est évidemment que le truc classique. Ah, mais j'ai essayé de le faire et ça n'a pas marché. Hein. D'abord, essayer de le faire, c'est pas si simple. Ensuite, il ne s'agit pas d'essayer de le faire, il s'agit de le faire et que ça soit intégré dans la durée. D'accord ? Et ce n'est que lorsque c'est intégré dans la durée, parce qu'il y a un temps de retard. D'accord ? L'univers, l'espace-temps. Mais un temps avant de répondre. Ah, il y a une constante de temps qui va dépendre de l'importance de ce qu'on souhaite. Ou de l'intensité qu'on y met à le créer en esprit, en pensée. Je dirais le mot-clé, c'est l'authenticité. C'est ce que j'ai dit. L'authenticité. Ouais. Authenticité, originalité, c'est-à-dire sortir des sentiers battus. Parce que si on sort pas des sentiers battus, on se retrouve dans la sauce du commun des mortels. C'est-à-dire on ne peut pas changer de vie si on est en train de vivre comme tout le monde. D'accord ? Il faut sortir des sentiers battus, il faut changer de vie, il faut adopter une vie différente de celle des autres. D'accord ? Ça, c'est une condition très importante parce que sinon, l'espace-temps ne va pas pouvoir créer les ponts qui vont permettre de mettre en application ce changement de niveau vibratoire, si on peut dire, parce qu'on ne peut pas demander ce changement si en même temps on conserve des habitudes en lien avec le fait qu'on est dans la prison relationnelle, de par son travail, ses amis, etc. D'accord ? Si on doit éduquer des enfants, si on doit, etc., c'est plus difficile. Il y a à mon avis toujours, quelle que soit la situation, il y a toujours un moyen de mettre du nouveau, de l'originalité dans sa vie. Mais enfin, disons que voilà, sortir des sentiers battus, essayer de vivre différemment, c'est quelque chose de très important. Ça, c'est le truc. Et le deuxième pilier, c'est l'authenticité, c'est-à-dire faire le retour sur soi, l'introspection. L'introspection. Qui est-ce qu'on est, d'où est-ce qu'on vient, enfin bon, le truc classique, mais bon, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental et on sait qu'on y est arrivé si on ressent la joie de comprendre, si on trouve du sens à sa vie avec la joie qui accompagne ce sens. Voilà, je pense que ça sera une très bonne conclusion, Philippe Guillemant. Un grand merci pour avoir répondu présent et d'avoir eu l'occasion de vous confier un peu plus en intimité, de voir comment est-ce que vous appliquez vous-même cette théorie pratique dans votre vie qui fait, je pense, une synthèse, un mot qui pourrait résumer ça serait l'amour. Absolument. Un grand merci, Philippe Guillemant. À bientôt. À bientôt.